Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Monsieur le président du Conseil d'État, Monsieur le directeur général de l'Office des Nations unies à Genève, Mesdames les anciennes présidentes de la Confédération, Excellences, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil, Monsieur l'ancien conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les responsables de la communauté internationale, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, Monsieur le secrétaire général, vous avez choisi de vous exprimer aujourd'hui dans une université, dans notre université. Vous nous honorez et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Vous avez ainsi choisi un lieu de recherche, un lieu de formation et peut-être avant tout un lieu de dialogue et d'ouverture, tout un symbole. Dans nos sociétés où les cultures sont en contact permanent, quotidien, par la mondialisation, l'émigration et les échanges instantanés d'informations, le dialogue entre ces cultures est plus que jamais nécessaire. Il est en fait un vecteur de l'innovation sociétale. Il permet de tendre à une compréhension réciproque entre différentes manières propres de penser, de sentir et de croire, de légiférer, de rêver et d'agir, pour reprendre les mots mêmes de Denis de Rougemont, parlant des cultures au sens large du terme. Apprendre à se connaître et à se comprendre, Mesdames et Messieurs, pour limiter les ignorances, pour effacer les peurs, pour réduire les hostilités et les frustrations à l'échelle du monde, voilà les buts d'un vrai dialogue des cultures que nous appelons de nos vœux. Il est en fait un prérequis à toute politique éclairée de paix et de sécurité. Les universités, notre université, votre université, œuvrent à l'élaboration et à la transmission des savoirs qui facilitent la compréhension de l'altérité par l'analyse et l'interprétation des conduites humaines au cours de l'histoire et aujourd'hui. Nos universités sont actrices de ce nécessaire dialogue des cultures. Elles offrent aux générations futures les outils qui le rendent possible et qui le rendent fécond. Monsieur le secrétaire général, vous allez nous présenter votre agenda pour le désarmement, qui vient répondre à la détérioration de la sécurité internationale. Vous échangerez ensuite à ce sujet avec nos étudiantes et nos étudiants. Votre initiative, Monsieur le secrétaire général, est fondamentale. Elle est de la plus haute importance pour la marche de notre monde, et c'est avec une attention toute particulière que nous vous écouterons, que nos étudiantes et nos étudiants, qui seront les architectes du monde de demain, vont vous écouter, Monsieur le secrétaire général. J'ai le plaisir maintenant de céder la parole au président du Conseil d'État, Monsieur François Longchamp, que j'invite à me rejoindre à ce pupitre. Merci beaucoup de votre attention. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Madame l'ancienne présidente de la Confédération suisse, Monsieur le recteur de l'Université de Genève, Monsieur le directeur général de l'Office des Nations unies, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs et surtout, chers étudiants. Dans ses premières lignes, la Charte de l'ONU dit que les peuples des Nations unies sont résolus à proclamer leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme. Je sais, Madame Calmiret, que vous préfériez dire les droits humains, mais en ce temps-là, on désignait noblement par l'homme l'espèce humaine. Parlons donc de l'humanité. La Charte des Nations unies énonce pour elle une vision. Elle ne parle pas uniquement de guerre et de paix. Elle souligne que pour parvenir à la stabilité, il faut établir le progrès social. On peut emprunter pour cela 1000 chemins, mais il n'y a qu'un seul terreau, le dialogue des cultures. L'Université de Genève y est attachée. Le recteur vient de le rappeler. L'Alma Mater agit ainsi comme une loupe sur Genève, qui compte sur son territoire
40% d'étrangers, qui accueille davantage d'ambassades que Berne, notre ville fédérale, qui héberge l'essentiel des agences de l'ONU et qui reçoit davantage de conférences que New York. Mesdames et messieurs, il est heureux que le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ait choisi de faire une annonce ici même. L'alma mater, en effet, c'est la terre nourricière, titre dont on parle les universités depuis que celle de Bologne s'est ainsi qualifiée au XIe siècle. C'est précisément la mission et la préoccupation de l'Organisation des Nations Unies. Elle est mère nourricière, elle aussi, de la paix, de la sécurité et d'une certaine vision de l'organisation humaine. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, vous connaissez la cité. Vous y avez opéré au titre de haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés. Vous y comptez nombre d'amis. Genève et l'ONU vivent en symbiose. Durant les 5 ans écoulés, il s'est ouvert davantage de chantiers au sein de la Genève internationale et il s'en ouvrira encore durant les 5 années à venir que durant les 50 dernières années écoulées. L'ONU doit aux efforts de votre directeur général à Genève, M. Michael Moller, un regain de compréhension par la population locale de l'importance de l'ONU, et aussi sans doute d'un regain de compréhension par l'Assemblée générale de l'ONU du rôle de la Suisse et de Genève. Dans notre pays, les autorités et nos concitoyens vouent à l'Organisation des Nations Unies un respect et une attention forgés par une collaboration empathique, réactive et convaincue. Monsieur le secrétaire général, vous êtes un homme d'action. Vous avez connu les plus hautes responsabilités nationales au Portugal avant d'entrer aux Nations Unies. Vous savez qu'il faut un cadre pour réaliser l'impossible. Ce cadre est ici. Vous êtes chez vous, à Genève, parce que Genève aime à vous recevoir et parce que le monde est à Genève. Nous nous réjouissons toutes et tous de vous entendre. Monsieur le Président du Conseil d'État, merci infiniment de vos paroles, merci de votre soutien à la Genève internationale et à notre université en particulier. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole au secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres. On va boire vos paroles, Monsieur le secrétaire général. Merci infiniment de votre présence. Chers étudiants, Monsieur le recteur et chers membres de l'Académie, Monsieur le Président du Conseil d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie infiniment de votre accueil chaleureux et des mots tellement sympathiques que je viens d'entendre. C'est pour moi un énorme plaisir d'être de retour ici à Genève. And indeed, it is a pleasure to be here. Un énorme plaisir que d'être ici à Genève avec vous aujourd'hui pour nous focaliser sur un sujet de source de grande inquiétude, la menace d'armes de tout type. J'ai souhaité lancer mon agenda pour le déarmement ici à Genève, ville de la paix, ville de diplomatie, d'action humanitaire, le foyer d'une communauté d'institutions qui sont là pour maintenir la paix, où beaucoup de conflits ont été aussi prévenus et résolus. Merci à l'Université de Genève pour m'accueillir si généreusement. Au cours des dernières semaines et mois, le contrôle des armements a fait la une de l'actualité chaque jour, parfois en rapport avec l'Iran ou la Syrie, parfois en rapport avec la péninsule coréenne. Permettez-moi de vous adresser quelques mots sur les dernières évolutions en la matière. Je suis profondément préoccupé par l'annulation de la réunion qui était prévue à Singapour entre le président des États-Unis d'Amérique et le dirigeant de la République démocratique populaire de Corée. Et j'exhorte les partis à poursuivre le dialogue qu'ils ont entamé de manière à ce qu'ils trouvent une voie pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Je salue toutes les actions de l'Union européenne et d'autres de collaborer avec l'Iran pour préserver le plan d'action global commun.
L'agenda pour le désarmement que je lance aujourd'hui va au-delà des armes nucléaires, des armes de destruction massive. Le désarmement concerne chaque pays et tout type d'armes, qu'il s'agisse de grenades ou de la bombe à hydrogène. Les armes mortelles nous menacent tous. Les dirigeants ont une responsabilité à minimiser les risques auxquels nous sommes exposés. Le paradoxe, c'est que lorsque chaque pays poursuit son propre programme en matière de sécurité sans tenir compte des préoccupations des autres, eh bien, cela crée une insécurité mondiale qui nous menace tous. Le désarmement, et par là j'entends le contrôle, la non-prolifération, l'interdiction, la restriction des armes, mais aussi les mesures d'instauration de la confiance, est un outil essentiel pour assurer l'avenir de notre planète et de notre monde. Nous vivons une époque dangereuse. Les tensions de la guerre froide font leur réapparition, et ce, dans un monde plus complexe que celui d'hier. La plupart d'entre vous, les étudiants de Genève, n'étaient même pas encore nés au moment de la guerre froide, lorsque le monde entier retenait son souffle en observant deux superpuissances se livrer une lutte d'influence. Fort heureusement, malgré un grand nombre d'accidents, dont certains évités de justesse et de fausses alertes, nous avons pu échapper à un affrontement nucléaire. Nous nous dirigeons à présent vers un monde multipolaire. Les relations internationales sont plus complexes et plus imprévisibles. Les mécanismes d'échange et de dialogue qui contribuaient autrefois à apaiser les tensions et à faire en sorte qu'un incident isolé ne dégénère pas en conflit à grande échelle ont perdu de leur efficacité. Dans le même temps, la nature même de la guerre a changé. Les conflits sont aujourd'hui plus fréquents, plus longs et plus dévastateurs pour les populations civiles. Les guerres civiles sont liées aux rivalités régionales et mondiales. Il arrive que l'on trouve parmi les belligérants des extrémistes violents, des terroristes, des milices organisées et des criminels de droit commun. Et ces groupes disposent d'un vaste arsenal qui comprend aussi bien des armes de poing que de drones ou des missiles balistiques et qu'ils cherchent sans cesse à renforcer. Les dépenses militaires s'accroissent et la course aux armements s'accélère au niveau mondial, notamment dans les régions les plus dangereuses. L'année dernière, les achats d'armes et les dépenses militaires se sont élevés à plus de 1 700 milliards de dollars, une somme record depuis la chute du mur de Berlin, qui représente environ 80 fois le montant nécessaire à l'aide humanitaire mondiale. Et les armes chimiques ont fait leur réapparition. La communauté internationale est divisée et ne parvient pas à prendre des mesures pour les combattre efficacement. Des explosifs puissants et dévastateurs conçus pour le champ de bataille sont aujourd'hui utilisés dans les zones habitées. Et de nouvelles armes utilisant l'intelligence artificielle et les systèmes autonomes voient le jour en violation des lois et des conventions existantes. Pendant ce temps, l'action pour mettre fin à la pauvreté, promouvoir la santé et l'éducation, lutter contre les changements climatiques et protéger notre planète se voit privée des ressources nécessaires. Telle est la toile de fond de mon programme d'action pour le désarmement. Dear students, ladies. Chers étudiants, mesdames et messieurs, mon agenda pour le désarmement s'articule autour de 3 priorités. Désarmer pour sauver l'humanité, désarmer pour sauver des vies et désarmer pour les générations à venir. Tout d'abord, désarmer pour sauver l'humanité. Il vise la réduction des arsenaux d'armes de destruction massive, nucléaires, chimiques, biologiques. L'élimination complète des armes nucléaires fait partie intégrante de l'ADN des Nations Unies. Elle est au cœur même de la toute première résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale en 1946. Aujourd'hui, l'élimination complète des arsenaux nucléaires reste notre priorité et je réitère mon engagement à cet égard. Hélas, la poursuite de cet objectif est aujourd'hui menacée par une crise sérieuse.
En effet, notre monde fait marche arrière. Pendant et immédiatement après la guerre froide, il a été possible, par le biais de négociations compliquées, de parvenir à des accords de réduction des arsenaux, d'interdire les essais nucléaires et de démanteler des catégories entières de missiles. L'instauration de canaux de communication a permis d'accroître la transparence, d'instaurer la confiance et d'atténuer les risques. 3 anciennes républiques de l'Union soviétique, le Bélarus, le Kazakhstan et l'Ukraine, ont rapatrié les arsenaux nucléaires en leur possession. L'Afrique du Sud a démantelé son arsenal nucléaire et d'autres États ont pris des étapes importantes positives. Les dirigeants de la planète raisonnaient couramment dans le langage et dans la logique du contrôle des armements. Ils ont compris que cela faisait partie intégrante de l'impératif de sécurité. Mais les accords de cette époque sont plus menacés que jamais aujourd'hui. Un dialogue stratégique entre les États détenteurs de l'arme nucléaire est aujourd'hui à un niveau très limité. Il n'y a pas d'acte de négociation en cours entre la Russie et les États-Unis d'Amérique pour réduire les arsenaux nucléaires. Les gouvernements investissent beaucoup de fonds dans la mise à jour de systèmes nucléaires anciens, ils en développent de nouveaux et on s'engage dans une nouvelle course aux armements qui se base davantage sur la qualité que sur la quantité. Quelques 15 000 armes nucléaires sont encore stockées dans le monde, des centaines sont prêtes à être lancées à tout moment. Et il suffit d'une erreur électronique ou mécanique ou humaine pour déclencher une catastrophe qui pourrait effacer des villes entières de la carte. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le traité de non-prolifération nucléaire est au cœur de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. C'est un traité fondamental, il a près de 50 ans, et il a permis de limiter le nombre d'États détenteurs de la bombe atomique à moins de 10. Il fournit un régime de garantie qui prévoit l'utilisation à des fins pacifiques de programmes nucléaires. Mais au-delà de ça, le TNP est essentiel pour préserver un environnement qui est propice au désarmement. La non-prolifération et le désarmement sont les 2 revers de la même médaille. Ensemble, ils constituent un accord juridique réciproque entre les États détenteurs et non détenteurs de la bombe nucléaire. Faire marche arrière sur un front équivaut à faire marche arrière sur l'autre. Et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il y a des risques importants à cet égard. J'en appelle à tous les États, y compris les États non partis au traité, afin qu'ils adhèrent aux obligations et aux engagements en matière de non-prolifération et de désarmement au titre du TNP. Tous les États, détenteurs ou pas, de la bombe nucléaire doivent travailler ensemble pour combler le fossé qui les sépare. Certains caractérisent ces différences comme un choix entre préoccupations humanitaires ou sécuritaires. C'est une fausse dichotomie. La sécurité des êtres humains, la sécurité nationale et la sécurité mondiale sont indivisibles. Lorsque l'on craint pour sa vie, pour sa communauté, pour sa société, pour son pays, tout le monde est exposé au risque. Et lorsque l'on vit en sécurité, eh bien, c'est tout un pays et toute une planète qui vivent en sécurité. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, qui a été adopté l'année dernière et qui a été déterminant pour l'attribution du prix Nobel 2007 de la paix, a prouvé qu'il existe un soutien international fort pour que l'on mette un terme à la menace posée par les armes nucléaires. C'est une façon de sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve actuellement pour ce qui est des négociations sur le désarmement. Chers étudiants, mesdames et messieurs, les États détenteurs de la bombe nucléaire doivent assumer leurs responsabilités au premier chef. Ils doivent empêcher l'utilisation de ces armes, réduire le risque de guerre nucléaire et être actifs sur le front de la non-prolifération et du désarmement. Ils doivent pour ce faire déjà être à la hauteur des responsabilités qui sont les leurs en imposant des points de référence et en respectant des calendriers. Ils sont en retard sur un certain nombre de points. J'en appelle aux États-Unis et à la Fédération de Russie de résoudre leurs différends sur le traité des forces nucléaires à portée intermédiaire, de proroger l'accord START, le nouvel accord START qui va arriver à échéance dans 3 ans, et de prendre de nouvelles mesures pour réduire les arsenaux nucléaires. Avec d'autres États nucléaires eux aussi, ils devraient revoir en toute urgence
toute une série de mesures pour atténuer les risques qu'opposent ces armes en prenant des actions concrètes dans un certain nombre de domaines clés. Je vais citer maintenant un passage dans mon agenda du désarmement publié aujourd'hui. Il y a parmi les priorités, la réduction des arsenaux de tout type, arsenaux nucléaires, la garantie du non-recours à l'utilisation des armes nucléaires, la diminution de l'importance des armes nucléaires dans les concepts, les doctrines, les politiques militaires, la réduction de la disponibilité opérationnelle des systèmes d'armes nucléaires, la limitation du développement de nouveaux types d'armes nucléaires et l'accroissement de l'indépendance, de la transparence des programmes en matière d'armes nucléaires. Et bien sûr aussi l'instauration de la confiance mutuelle. Et je ferai tout en mon pouvoir pour soutenir ces objectifs. À travers ces différentes mesures, il faut veiller à ce que la pratique vieille de 72 ans de non-recours à l'arme nucléaire se poursuive indéfiniment et qu'elle soit considérée comme une norme inviolable. La même chose vaut pour la norme interdisant les essais nucléaires. En limitant le développement de nouveaux types d'armes, le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires a permis de freiner la course aux armements. À l'exception de la République démocratique populaire de Corée, tous les gouvernements ont respecté le moratoire sur les essais nucléaires au cours des 2 dernières décennies. Depuis 1996, lorsque le traité a été ouvert à la signature, la communauté internationale a répondu à toute violation de cette norme et le Conseil de sécurité a adopté une résolution soutenant le traité en 2016. J'en appelle aux États qui ne l'ont pas encore fait à soutenir le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires dans les plus brefs délais. Nous devons préserver les avancées précieuses que nous avons réalisées, même tout en instaurant une nouvelle compréhension mutuelle et en trouvant des accords. Le dialogue et la négociation doivent nous guider pour aller de l'avant. Je travaillerai directement avec les États membres pour faciliter le dialogue parmi les gouvernements, pour sonder de nouvelles pistes, de nouvelles approches, pour atténuer les risques et instaurer la confiance. Nous redoublerons d'efforts au niveau de nos activités avec les experts, au niveau technique, pour parvenir à un monde exempt d'armes nucléaires. Parmi les mesures envisagées, il y aura notamment l'émergence de zones sans armes nucléaires, la fin de la production de matériel nucléaire à des fins d'armement, la limitation des systèmes de vecteurs nucléaires stratégiques et des mécanismes de vérification des armements. Travaillons ensemble pour faire émerger un monde exempt d'armes nucléaires. Chers étudiants, mesdames et messieurs, d'autres mesures sont également envisagées pour prévenir l'utilisation d'autres armes de destruction massive. Je pense notamment aux armes chimiques. Depuis 2014, la mission d'enquête de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques s'est penchée sur 83 incidents impliquant l'utilisation prétendue d'armes chimiques en Syrie. Les enquêteurs ont déclaré que des armes chimiques ont été utilisées et qu'il était plus probable qu'elles l'aient été dans plus de 14 cas jusqu'à présent. Chacune de ces utilisations est un crime aux yeux du droit international et l'utilisation à large échelle pourrait également constituer un crime contre l'humanité. Le Conseil de sécurité n'a pas assumé ses responsabilités car les responsables de ces attaques n'ont pas été placés devant les leurs. Je travaillerai avec les membres du Conseil de sécurité pour forger un nouveau leadership et une nouvelle unité afin de restaurer une responsabilité partagée et le respect pour une interdiction mondiale des armes chimiques. Pour ce faire, il faut créer un mécanisme impartial et nouveau pour identifier ceux qui les utilisent. On ne peut pas laisser l'impunité prévaloir en Syrie ou ailleurs. J'insiste également sur le fait que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques doit être pleinement mise en œuvre. Nous n'accepterons jamais la possession ou l'utilisation d'armes chimiques. Il faut également faire plus pour mieux défendre l'interdiction des armes biologiques. Les préoccupations sont de plus en plus nombreuses sur ce front. Avec les avancées technologiques et scientifiques, l'usage et le développement deviennent plus simples.
mais il n'y a actuellement pas d'organe d'inspection qui œuvre en faveur de la mise en œuvre de la Convention sur les armes biologiques. Et je travaillerai avec les États membres pour établir un mécanisme permanent pour mener des enquêtes lorsqu'il y a une utilisation alléguée de ces armes, en vertu de l'autorité qui m'est investie. Je chercherai également des solutions à long terme dans ce domaine. Renforcer les normes et les conventions interdisant l'utilisation d'armes chimiques et biologiques est dans l'intérêt de l'ensemble de l'humanité. Ces armes sont interdites et ne devraient jamais être utilisées. Chers étudiants, mesdames et messieurs, ma deuxième priorité dans mon agenda pour le désarmement est de sauver des vies en atténuant l'impact d'armes conventionnelles. La disponibilité à grande échelle de ces armes, qu'il s'agisse d'engins explosifs improvisés, de missiles balistiques, de fusées, d'artillerie, d'armes de poing illicites, contribue à la violence armée qui est à l'origine du chaos que nous constatons dans beaucoup de régions de ce monde. L'industrie militaire fabrique de plus en plus d'armes et le commerce des armes est un marché en expansion. Les stocks d'armes augmentent, stocks conventionnels, surtout dans les régions les plus vulnérables aux conflits dans le monde. Il faut inverser cette tendance. Nous avons déjà vu que l'interdiction et les restrictions imposées sur certaines armes conventionnelles permettent de sauver des vies et d'améliorer la qualité de vie. Les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions sont interdites depuis des années et le traité sur le commerce des armes, qui régule la vente d'armes sur des bases humanitaires, est entré en vigueur en 2014. Malgré ces succès, les populations civiles continuent de faire les frais des conflits armés. Au-delà du nombre de personnes civiles qui sont tuées et blessées, il faut également tenir compte de toutes celles qui doivent quitter leur foyer, qui sont privées de nourriture, de soins de santé, d'éducation et de moyens pour subvenir à leurs besoins. À la fin 2016, plus de 65 millions de personnes étaient déplacées en raison d'une guerre, de violence ou de persécution. Les conflits armés sont transposés du champ de bataille dans les villes et les armes explosives sont particulièrement mortelles pour les populations civiles. Lorsque l'on utilise des armes explosives dans les zones urbaines, près de 90% des victimes sont des personnes civiles. Ces armes ont des effets dévastateurs aussi sur les hôpitaux, les écoles, ainsi que la fourniture d'eau et d'électricité. C'est pourquoi nous soutenons les États membres pour définir un encadrement approprié des normes communes et des politiques opérationnelles pour encadrer l'utilisation de ces armes dans les zones résidentielles. Il faut créer des normes mondiales plus fortes pour la protection des populations civiles en compilant notamment des données sur les victimes civiles. Mais, chers étudiants, mesdames et messieurs, les États-Unis ont essayé de s'attaquer à la disponibilité à grande échelle des armes légères illicites et des munitions de différents angles. Paix et sécurité, égalité de genre, développement durable, criminalité internationale, contre-terrorisme et action humanitaire. Les forces de maintien de la paix des Nations Unies travaillent sur des programmes de désarmement dans le monde entier. Ils font partie intégrante du maintien de la paix. Mais nos activités sont réparties sur 20 institutions spécialisées différentes. Notre capacité d'action est ainsi fragmentée et limitée. Et c'est pourquoi je lance une nouvelle initiative pour combattre la mise en circulation d'armes, d'armes légères au niveau national et international. Des ressources seront allouées au Fonds pour le maintien de la paix pour soutenir l'action des gouvernements dans la lutte contre les armes légères et de petit calibre, y compris leur collection leur collecte et leur destruction, cela dans les cadres politiques et juridiques appropriés. Mon initiative sera ancrée dans l'agenda 2030 pour le développement durable, qui est le plan pour la paix et la prospérité d'une planète saine. Les dépenses excessives sur les armements sapent les ressources pour le développement durable. C'est incompatible avec la création de la stabilité, l'émergence de sociétés dans des conditions positives.
Et puis j'en viens aussi à la dimension de genre dont il faut tenir compte. Les armes sont souvent associées à des stéréotypes masculins. Les hommes sont quasiment toujours ceux qui détiennent des armes et qui les utilisent. Les femmes sont les premières victimes. Et la présence d'armes de feu qui ne sont pas régulières induisent des violences sexistes basées sur... Et ça, tout cela s'insère dans un cercle vicieux qu'il est difficile de briser. Chers étudiants, mesdames et messieurs, ma troisième priorité est le désarmement pour les générations futures. Les progrès sur le plan scientifique et technologique sont en train de transformer notre vie pour le mieux dans beaucoup de domaines. Les progrès technologiques ont dopé les échanges et ont augmenté la prospérité. Les conditions de vie se sont améliorées dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons le big data, nous avons l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'automatisation, qui sont très utiles, bien sûr, pour nous prémunir contre le changement climatique, protéger l'environnement et créer des conditions de croissance et développement qui bénéficient à tous. Mais un certain nombre de ces développements permettent aussi l'avènement de nouvelles armes, reposant sur des technologies dangereuses, aux applications révoltantes. Elles pourraient être à l'origine d'un nouveau champ de bataille et d'une nouvelle course aux armements qui pourrait voir le jour. Certains développements incluent par exemple, certaines évolutions incluent par exemple les normes sur le plan juridique, humanitaire et éthique. Ce qui est important de savoir, c'est que les êtres humains doivent toujours rester maîtres de l'utilisation de la force. Il faut promouvoir la responsabilité, la transparence et la surveillance. Et il y a aussi les avancées faites sur la réécriture du matériel génétique ou la biologie de synthèse qui vont permettre de nouvelles formes de guerre biologique. Ce sont de nouvelles armes biologiques. Il faut donc rester extrêmement vigilant et renforcer la Convention sur les armes biologiques. Le développement de missiles hypersoniques et balistiques et d'armes basées dans l'espace pourrait, elle aussi, représenter de nouvelles menaces pour la sécurité et compliquer le désarmement nucléaire. L'utilisation malveillante du cyberespace est en hausse et les impacts se font sentir de plus en plus. Si un conflit armé devait éclater dans le monde, et nous espérons tous que ce ne sera pas le cas, je suis sûr qu'il sera précédé d'une cyberattaque de grande ampleur. Il y a un consensus selon lequel le droit international, y compris la Charte des Nations Unies, s'applique au cyberespace. Mais il y a un manque de consensus sur jusqu'où s'applique le droit international et comment les États doivent répondre vis-à-vis d'actes malveillants ou hostiles dans le cadre du droit. Les cyberattaques sur l'infrastructure critique pourraient avoir des conséquences sérieuses sur les relations internationales, la paix et la sécurité. Et les risques combinés de nouvelles technologies d'armes pourraient avoir un impact révolutionnaire sur notre avenir. Et nous devons aussi, par le biais des efforts accomplis en matière de désarmement, changer la donne et créer un impact positif révolutionnaire. On peut faire beaucoup de choses. On peut améliorer la surveillance, la transparence, la responsabilité. Tous les États sont responsables et je suis pour ma part prêt à proposer mes bons offices pour prévenir un conflit qui résulterait d'actes commis dans le cyberespace. Je soutiendrai les États membres dans leur volonté de définir de nouvelles mesures, y compris des accords juridiquement contraignants, pour veiller à ce que les êtres humains gardent la maîtrise totale de l'utilisation de la force. Je réunirai des scientifiques, des ingénieurs pour améliorer les choses dans ce domaine et j'exhorte les gouvernements pour qu'ils continuent à explorer les pistes de mesures multilatérales pour la prévention et le contrôle des armes. Mesdames et messieurs, chers étudiants, Excellences, nous ne ferons émerger un monde plus sûr sans une action coordonnée. Pour que le désarmement fonctionne, il faut travailler ensemble. Gouvernement, experts, société civile, individus. Regardons quels sont les principaux forums multilatéraux. Il y a la conférence du désarmement et la commission du désarmement qui ont près de 40 ans. Et
cours des 20 dernières années, eh bien, ces deux organes ont produit très peu. Il est grand temps de leur conférer un nouvel élan. Cela requiert une meilleure coordination, il faudra surtout éviter les doublons, un courage politique aussi pour faire évoluer les positions, et je travaille avec les États membres pour y parvenir au mieux. Une des solutions est d'ouvrir ces enceintes à de nouvelles voix, les rendre plus inclusives et plus diverses. Les femmes ont toutes leur place à jouer dans ce rôle. Elles ont déjà beaucoup accompli pour la paix et la sécurité dans le monde. Un certain nombre de femmes ont obtenu des prix Nobel de la paix pour leur implication en faveur du désarmement, et elles doivent être partie prenante aux décisions, à toutes les décisions, à toutes les procédures procédées en matière de désarmement. Et je le soutiens pleinement. Et puis, il y a vous, les jeunes, qui êtes présents ici. Vous êtes la force motrice de cette planète. Et j'espère que vous ferez entendre votre voix pour faire une différence, en investissant votre temps, votre énergie, pour défendre les causes qui vous tiennent à cœur, et en revendiquant et en défendant ceux dont vous pensez les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez agir au niveau local, vous pouvez faire des bénévolats, vous pouvez vous investir dans la société civile, vous pouvez communiquer par les réseaux sociaux. C'est un outil formidable pour communiquer et participer à différentes campagnes. Les Nations Unies aimeraient travailler avec vous pour vous permettre d'acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires afin de conférer une autre force à votre voix et de changer le monde. Et j'espère que vous ferez tout en votre pouvoir pour exploiter vos contacts et faire émerger un monde de paix pour le bénéfice de tous. Les Nations Unies ont été créées dans le but d'éradiquer la guerre comme instrument de politique étrangère. 7 décennies plus tard, notre monde est plus dangereux que jamais. Le désarmement prévient et met un terme à la violence. Le désarmement favorise le développement durable et le désarmement est fidèle à nos valeurs ainsi qu'à nos principes. Et c'est pourquoi je vous présente cet agenda pour le désarmement. Assumons tous nos responsabilités. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je me réjouis d'échanger avec vous. Monsieur le secrétaire général, merci infiniment de ces paroles fortes qui feront date dans la politique internationale de sécurité. J'invite maintenant la professeure Micheline Calmiret, ancienne présidente de la Confédération, à nous rejoindre sur l'estrade, à s'asseoir à côté de monsieur le secrétaire général Antonio Guterres. J'invite également madame Ronak Hassani, madame Béatrice Müller, et M. Miguel Vidal-Bover, étudiantes et étudiants de l'Université de Genève, à rejoindre M. Gutiérrez pour une séance de questions-réponses. Merci infiniment de votre présence. Monsieur le secrétaire général, Excellencies, ladies and gentlemen, it's great to be here. C'est formidable d'être ici, c'est un grand privilège d'être ici et d'avoir l'occasion de vous féliciter parce que pour ce qui est des derniers événements, le retrait des États-Unis d'Amérique sur l'accord nucléaire iranien et ce qui se passe en Syrie, au Yémen et à Gaza, je crois que vous faites preuve de beaucoup de courage, monsieur le secrétaire général. Nous vivons dans un monde où il y a des armes un peu partout. Nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de conflits armés, où des millions de personnes sont tuées et blessées. Et dans ce monde, vous avez le courage de prendre l'initiative pour proposer quelque chose pour désarmer ce monde. Félicitations, vraiment, merci infiniment, Monsieur le Secrétaire général, de cette initiative. And you are here Et vous êtes ici à Genève, vous le faites à Genève. À Genève, il y a une institution
qui a été mandatée pour négocier les questions de désarmement. C'est la Commission sur le désarmement qui a bien travaillé en 1992. Il y a eu la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et en 1996, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais cette commission a vu ses travaux bloqués pendant 20 ans. Depuis l'année dernière, les choses s'améliorent petit à petit et c'est quand même une bonne information. Certains parmi vous se demandent ce que nous faisons ici, moi-même et mes étudiants, qui avons l'honneur d'être assis aux côtés du secrétaire général des Nations Unies. Je conduis un séminaire qui porte sur l'art et la science de la négociation et qui travaille beaucoup sur les questions de désarmement et de non-prolifération. En 2015, nous avons eu le plaisir de simuler une négociation sur Fissile Material Cut-off Treaty, FMCT. We deblocked the Commission on Disarmament Commission and we negotiate some elements of this treaty. I hand over you the debriefing of our simulation. And this year, that means my students from the University of Geneva, 3 of them are sitting here, and the students of the ET. Vous avez donc ici les étudiants suisses de Zurich, de Genève, les étudiants également de Moscou, de l'Institut d'État de Moscou sur les relations internationales. Nous préparons une simulation de négociation ayant pour thème la Corée du Nord et la péninsule coréenne. Donc pour nous, les étudiants, c'est très intéressant. Ça nous a mis dans une situation qui nous explique un petit peu comment le monde se passe. Ce n'est vraiment pas très drôle, mais mes étudiants ont des questions qu'ils ont préparées pour vous. Donc je vais donner la parole à Mickaël pour commencer. Merci beaucoup, secrétaire général. Merci d'être ici et de répondre à des questions posées par des étudiants. Comme vous l'avez dit dans votre discours, la conférence sur le désarmement a été bloquée pendant plus de 20 ans. Est-ce que les Nations Unies ont l'intention de relancer le processus qui nous permettrait de réformer cette conférence sur le désarmement? Je crois que l'essentiel, ce n'est pas le problème de la réforme, comme je l'ai déjà expliqué, pour développer un dialogue plus inclusif et pour pouvoir influencer ce dialogue, c'est l'essentiel. Mais la question essentielle est d'ordre politique. Et ce que nous avons entendu au cours des 20 dernières années, c'est justement cette absence de volonté politique. Et en raison de ce manque de confiance, et nous vivons dans un monde où il y a un manque de confiance entre le public et les institutions nationales et internationales, et un manque de confiance entre les pays. Il n'y a jamais eu autant de méfiance entre les pays qu'aujourd'hui. Et je crois que ce qu'on vient de faire, en tout cas pour les Nations Unies, c'est de créer les conditions pour augmenter cette conférence, de façon à ce que les gouvernements et les peuples comprennent que cette paralysie est en train de saper leur propre sécurité, que c'est dans l'intérêt de tout un chacun d'aller de l'avant et d'avancer sur la question. Madame Calmiré l'a expliqué. Il y a eu quelques mouvements, on a créé quelques groupes de travail, et pour la première fois en 20 ans, on commence à rediscuter, mais nous sommes très très loin d'une véritable plateforme de négociation et nous devons aller vers une vraie, véritable plateforme de négociation. Il y a plusieurs domaines qui méritent discussion et nous allons exercer autant de pression que possible sur les États membres dans ce sens. Et nous lançons un appel à tous les niveaux, niveau de la société civile, opinion publique, de faire tout ce que vous pouvez pour que les gouvernements comprennent que cette paralysie, si vous regardez les risques inhérents à cette façon de ne rien faire, par exemple par rapport aux armes nucléaires, les nouvelles d'aujourd'hui portant sur la Corée du Nord, les risques terrifiants en matière de non-prolifération, si on ne fait pas respecter ce traité sur la non-prolifération des armes chimiques. C'est dans l'intérêt de tout un chacun de comprendre que nous devons faire quelque chose pour éviter que notre intégrité physique à nous tous soit remise en question. Merci beaucoup. Ma question est la suivante. Les engins explosifs dans les zones à forte densité de population, c'est
peu probable que le désarmement puisse s'étendre à toutes les armes qui font partie de cette catégorie des engins explosifs qui ont tendance à être utilisés dans ces zones à forte densité de population. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire face à ce défi humanitaire? Les engins explosifs ont été conçus pour les champs de bataille et pas pour mener la guerre en centre-ville. Évidemment, il n'y a pas d'accord de désarmement sur ces engins, ces armes qui sont utilisées. Mais il est clair et net que conformément au droit humanitaire international, qu'on ne peut pas les utiliser systématiquement à l'encontre des civils, des populations civiles. Donc le recours à ces armes contre des populations civiles et 90% des fatalités dans ces guérillas urbaines, ce sont les civils. Et cela se fait en violation flagrante du droit humanitaire international. Il faut que les États membres fassent des efforts, consentent des efforts pour rédiger des normes et des principes quant à l'utilisation de ces armes. Donc, il y a eu quelques progrès à lycée dans ce domaine. Deux exemples assez intéressants. L'Union africaine en Somalie qui a adopté un code de bonne conduite sur cette question. C'est quand même un grand progrès. Et ça se fait en Somalie. Vous imaginez, c'est l'Union africaine qui donne le ton. L'autre, les forces armées internationales, d'assistance internationale en Afghanistan, pour justement ne pas utiliser ces armes dans les centres peuplés. Donc, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a le droit humanitaire international. Et il nous faut faire en sorte que les violations du droit humanitaire international soient prises au sérieux par la collectivité internationale, par la communauté internationale. Ce sont des crimes qui sont commis. Et donc, les responsables doivent rendre compte. Il y a une responsabilité du Conseil de sécurité en la matière, qui a fait preuve d'une grande réticence en la matière à transmettre ses affaires aux cours pénales internationales et au tribunal international. Pour nous, c'est essentiel. Désarmement, ça ne concerne pas uniquement les armes nucléaires. Les désarmements qui épargnent les vies humaines, c'est essentiel. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est justement de ne pas recourir à l'utilisation de ces engins explosifs dans des zones à forte densité de population. Vous avez déjà un petit peu anticipé sur la réponse à ma question en expliquant votre deuxième priorité. Moi, j'ai une question portant sur la guerre civile en Syrie, qui est un exemple pratique très triste qui montre bien la faiblesse de certains de nos instruments juridiques en matière de désarmement. Depuis 2011, les États partis à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques ont été accusés d'avoir utilisé des armes chimiques en Syrie à plusieurs reprises. Et comme vous l'avez dit, le Conseil de sécurité des Nations unies a une grande responsabilité dans cette convention. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les Nations unies peuvent faire quelque chose de particulier, justement dans le cas de la Syrie, pour s'assurer que ces violations fassent l'objet d'une enquête en bonne et due forme et que l'interdiction sur le recours aux armes chimiques soit vraiment respectée? Alors, il faut bien répéter ce que vous avez dit. Les engins explosifs utilisés en ville, on n'a pas le droit de les utiliser en ville, mais les armes sont utilisées. Mais les armes chimiques sont interdites, quel que soit l'endroit de leur utilisation. Donc, les utiliser, c'est un crime de guerre. Et si on recourt massivement à ces armes chimiques, c'est un crime contre l'humanité. On a eu un grave problème à cet égard en Syrie parce qu'il y a deux mécanismes qui étaient en place. D'abord, la commission d'établissement des faits pour ce qui est de l'interdiction des armes chimiques. Cette mission a identifié des cas où ces armes chimiques ont été utilisées, mais le mandat qui a été donné à cette commission d'établissement des faits n'a pas pu permettre à cette commission de nommer les responsables. Donc, un autre mécanisme a été créé par le Conseil de sécurité. La commission qui a pu nommer les responsables dans certains cas, quelquefois le gouvernement syrien, quelquefois des organisations terroristes. Cela
diviser les rangs du Conseil de sécurité. Donc le mandat de cette commission conjointe n'a pas été renouvelé et toutes les tentatives que nous avons essayé de mettre en place pour reconstituer cette commission conjointe ont échoué en raison du droit de veto des uns et des autres. J'espère qu'on va pouvoir arriver à un compromis pour trouver un mécanisme de façon à ce qu'on puisse nommer les responsables en matière d'utilisation des armes chimiques. Il faut y arriver parce que s'il n'y a pas de dénonciation des responsables, il y aura impunité totale. Et vous savez que c'est interdit, le recours à ces armes chimiques. Vous avez vu ce que cela fait, vous avez vu ça. C'est interdit, on n'a pas le droit de recourir à ces armes chimiques. C'est un échec cuisant de la communauté internationale, le fait de ne pas pouvoir faire respecter quelque chose qui est interdit formellement. Alors, il y a d'autres mécanismes qui sont possibles et envisageables. Je sais que certains États membres ont réfléchi à l'utilisation de ces autres mécanismes dans le contexte d'organisation, l'interdiction des armes chimiques au sein d'autres organisations et agences des Nations Unies, mais je pense que la meilleure solution serait de créer les conditions propices à ce que le Conseil de sécurité puisse nommer les responsables. Je crois que l'un des grands problèmes que nous avons dans le monde d'aujourd'hui, le fait de ne pas avoir consensus au Conseil de sécurité sur des choses, des questions qui devraient faire l'unanimité de tous les États membres. Ma deuxième question est en français. Je vais la poser en français, si je peux. Actuellement, la grande majorité des conflits armés sont de nature prolongée. Nous avons de nombreuses de nature prolongée, tout comme on le voit avec la RDC, le Yémen, la Syrie, l'Irak ou encore l'Afghanistan. Aussi, la disponibilité des armes légères et des armes de petit calibre constitue une variable non négligeable dans la prolongation et la duration de ces conflits armés. Plus de 14 milliards de munitions sont produites, fabriquées chaque année, soit une capacité meurtrière de presque 2 fois la population mondiale actuelle. De plus, 85% du trafic illicite d'armes proviennent de contrats légaux, signés en bonne et due forme. Donc ma question est la suivante. Comment envisagez-vous d'aborder cette problématique et comment les Nations Unies peuvent réellement répondre à un défi d'une telle envergure? Je crois que ce n'est pas seulement les Nations Unies, c'est-à-dire ça dépend beaucoup des États membres et d'un certain nombre d'instruments qui existent, mais que quelquefois, ce n'est pas facile de mettre en place, effectivement. En tout cas, si vous me permettez une considération préalable, la prévention des conflits en général est un élément essentiel. Et la capacité de résoudre les conflits est un autre élément essentiel. Et ces deux éléments ont largement manqué dans le passé récent en termes d'efficacité. Et c'est pour ça que la priorité absolue de mon activité aujourd'hui et de notre programme dans les Nations Unies, c'est la prévention. Et faire tout pour éviter que les nouveaux conflits puissent se développer. Et en même temps, on fait de notre mieux. Il y a maintenant des initiatives importantes pour essayer d'arrêter le conflit en Libye, d'arrêter le conflit en Yémen. Syrie, c'est bien plus compliqué, dans quelques endroits africains. Alors, prévention et résolution des conflits, c'est la base essentielle, parce que c'est l'absence de prévention et l'absence de résolution de conflits qui, après, facilite cette utilisation massive des armes légères et d'autres dont vous parlez. Deuxièmement, il y a des mécanismes qu'on peut utiliser, notamment des embargos, notamment des sanctions. Et on a aussi vérifié dans le passé récent une certaine difficulté du Conseil de sécurité d'assumer ces mesures. Et quelquefois, on a surtout des mesures de nature unilatérale ou autre. Ce serait bon d'avoir une plus grande fermeté du Conseil de sécurité dans cette matière. Après, il y a un traité sur le commerce des armes. Et il faut que ce traité soit effectivement appliqué. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans différents domaines. Et je vois notre rôle dans le secrétariat des Nations Unies un peu
en essayant de pousser tous les acteurs pour agir dans tous ces domaines, pour essayer de réduire ce qui est cette tragédie de l'utilisation massive de ces armes avec des effets absolument terribles. Et après, il y a une autre question qui est une question politique. Dès que les budgets d'armement dans le monde soient tellement élevés et dès que les investissements dans ce domaine soient tellement élevés, naturellement, il y a une tendance inévitable pour que de plus en plus les armes soient utilisées dans des circonstances qui, comme vous avez dit, sont illicites, mais profitant de contrats qui sont légaux. Voilà, une deuxième question en français. Dans votre discours maintenant, vous avez mentionné l'objectif d'éliminer les armes nucléaires. Considérez-vous le traité d'interdiction d'armes nucléaires comme un mécanisme efficace de dénucléarisation ou de désarmement nucléaire? Et pensez-vous qu'il soit compatible avec le TNP? Et aussi, quel rôle pourrait jouer l'ONU au cadre de ce relativement nouveau traité? Premièrement, il faut dire qu'il est totalement compatible avec le traité de non-prolifération. D'ailleurs, il faut dire, c'est très clair, la non-prolifération et le désarmement vont ensemble. Et cette paralysie des mécanismes de désarmement est un, je dirais, est un facteur d'instigation qui met en risque la non-prolifération. Alors, il faut vraiment que les deux mécanismes vont ensemble. Je crois qu'il y a une complémentarité, aucune opposition. Deuxièmement, ce traité est d'une importance énorme. On peut dire, mais vous êtes naïf parce qu'on ne va pas complètement abolir les armes nucléaires demain. Alors, ce traité peut sembler difficilement applicable dans son objectif essentiel. Mais la vérité, c'est que ce traité correspond à l'affirmation d'une énorme frustration et d'une énorme volonté d'un grand nombre de pays, d'ailleurs croissants, pour dire « ça suffit ». Et aussi, le fait que ce traité ait été approuvé est aujourd'hui un facteur qui mène ceux qui ne sont pas d'accord avec le traité à comprendre qu'en tout cas, il faut faire quelque chose. Et je crois que ce traité est aujourd'hui un facteur d'impulsion à d'autres mécanismes de désarmement plus limités, mais en tout cas essentiels. Alors, je crois que les critiques faciles à ce traité sont totalement injustifiées et je crois que c'est un instrument très important qui a un impact direct et surtout indirect qu'on doit relever. As master's degree students, some of... En tant qu'étudiants en master, nous avons fait des études sur la Corée du Nord et la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Nous savons qu'un régime de vérification solide est très important puisque les États-Unis d'Amérique avaient un mandat des Nations Unies dans la guerre de Corée. Ce serait normal que les Nations Unies aient un rôle à jouer dans ce mécanisme de vérification. La question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce mécanisme de vérification soit multilatéral et comment est-ce qu'on peut faire participer les Nations Unies à cet effort? Eh bien, je dirais pour commencer que les Nations Unies ont déjà entrepris plusieurs choses. Vous le savez certainement déjà. Avant que ces événements ne surviennent, moi-même et le sous-secrétaire général des Nations Unies est allé à Pyongyang pour essayer de débloquer la situation, pour éviter justement cette situation de conflit qui pointait à l'horizon. Donc, on peut faire beaucoup de choses au niveau des Nations Unies. Je me suis aussi rendu sur place pour parler avec les représentants des deux Corées. Ça, ce sont des pistes qu'on peut explorer. Mais il n'y a aucun instrument institutionnel qui permet de gérer le mécanisme du désarmement. Il y a l'Agence internationale de l'énergie atomique, bien sûr, qui existe. Son rôle est essentiel. Elle garantit
la surveillance des capacités nucléaires dans un pays, mais ce n'est pas un mécanisme de désarmement qui va être mis en œuvre par le biais de cette activité. Et pour ce qui est du traité sur l'interdiction des essais nucléaires, vous le savez certainement que la Corée du Nord ne l'a pas encore signé. On peut là aussi utiliser plusieurs leviers, mais ça n'est encore une fois pas un instrument de désarmement. Donc, un tel processus de désarmement doit être vérifié. Et pour assurer cette vérification, tout dépendra de la volonté des parties. Cela dit, nous sommes tout à fait disposés à collaborer de différentes manières pour que ce mécanisme soit un mécanisme couronné de succès et que l'on pourra aller de l'avant. Et si j'ai un message à envoyer à l'ensemble des parties sur ce dossier, c'est gardez vos nerfs d'acier et poursuivons sur la voie d'une quête pour parvenir à la dénucléarisation de cette péninsule coréenne. Les Nations Unies et ces différentes institutions spécialisées peuvent jouer un rôle, mais ce rôle dépend de la volonté des parties concernées. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Nous arrivons au terme de cette session questions-réponses. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. Vous l'avez dit, nous vivons dans un monde dangereux. Il faut agir. Merci de le faire. Merci d'être actif. Et nous vous souhaitons plein succès dans votre entreprise. Monsieur le secrétaire général, Madame la professeure, chères étudiantes, chers étudiants, je vous remercie vivement pour cet échange très fructueux et riche. Monsieur Antonio Guterres, ce fut un honneur de vous accueillir à l'Université de Genève. Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour être avec nous cet après-midi et ceux qui ont aussi suivi cet événement en direct sur Internet. Je retiendrai en particulier, Monsieur Guterres, votre appel à l'engagement institutionnel, à l'engagement individuel, à l'engagement de la société civile pour faire avancer cette cause si importante pour l'avenir du monde. Je retiendrai aussi le rôle que les experts, que l'expertise scientifique peut aussi apporter comme contribution importante au désarmement et à la sécurité dans le monde. Mesdames et messieurs, pour des raisons d'organisation, je vous remercie de conserver vos places pendant encore quelques minutes et de ne pas quitter la salle tout de suite. Seuls les représentants de la presse, que je remercie aussi de leur présence, sont invités à sortir maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et une très belle soirée et je me réjouis surtout de vous retrouver à la prochaine occasion dans notre université. Merci de votre présence. Très bonne soirée.